On va donc passer au sujet suivant. Donc la gestion des troubles du rythme cardiaque au bloc opératoire. Adrien Bouglet de La Pitié Paris. Adrien, tu inclus la chirurgie cardiaque ou non? Non, pas de chirurgie cardiaque. D'accord. Ça suffit, la chirurgie cardiaque, on en parle assez. Bonjour, je m'appelle Adrien Bouglet, je suis anesthésiste réanimateur à la Petite-Salpêtrière. Et donc, je remercie le comité scientifique de m'avoir proposé cette session sur la gestion des troubles du rythme cardiaque au bloc opératoire. Alors, des troubles du rythme cardiaque au bloc opératoire, il y en a beaucoup. Des troubles du rythme supraventriculaire, des troubles du rythme ventriculaire, la tachycardie sinusale, la fibrillation atriale, la TV, la fibrillation ventriculaire. Alors, j'ai pris un parti pris. On ne va pas parler de tachycardie ventriculaire ou de fibrillation ventriculaire. Je pense que ça, c'est un autre topo qui est plutôt celui de l'arrêt cardiaque au bloc opératoire. Donc, on va se concentrer sur les troubles du rythme supraventriculaire. Et le plus fréquent des troubles du rythme supraventriculaire, c'est la fibrillation atriale, ce qu'on appelle la fibrillation atriale périopératoire. Alors, c'est difficile d'avoir des données très précises d'épidémiologie. On va revenir là-dessus après. C'est globalement entre 1 et 60%. Vous m'accorderez que c'est relativement large comme créneau. Mais ce qu'on sait, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de doute, c'est que c'est le trouble du rythme supraventriculaire le plus fréquent. L'incidence, elle est très variable. Elle dépend de quoi? Elle dépend du type de chirurgie. Elle dépend de la population étudiée. Et puis ensuite, de savoir si on la détecte ou pas, cette fibrillation atriale périopératoire. Et notamment dans les études, est-ce qu'il y avait ou pas un monitorage ECG systématique des patients? Et puis enfin, ça dépend de la définition utilisée. Est-ce qu'il s'agit d'un n'importe quel épisode de fibrillation atriale détecté sur un moniteur? Est-ce que c'est une EFA de plus de 30 secondes, une EFA symptomatique? C'est très variable en fonction des études, et ce qui explique du coup cette grande hétérogénéité d'incidence dans la littérature qu'on a à notre disposition. Alors, 2 mots de physiopathologie de cette fibrillation atriale. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va survenir dans l'immense majorité des cas sur une oreillette gauche ou une oreillette qui a déjà des facteurs prédisposants à cette fibrillation atriale. Et puis ensuite, il va y avoir des facteurs qui vont faire basculer l'oreillette dans la FA, et notamment tout ce contexte périopératoire. Donc, on va observer des anomalies structurelles de l'oreillette, la fibrose, une dilatation, de l'ischémie, de l'infiltration, de l'hypertrophie. On peut observer comme facteur prédisposant donc sur des remodelages de l'oreillette. Il peut y avoir des facteurs génétiques également dans certaines cardiopathies génétiques. On va identifier comme facteur de risque de la FA des facteurs extracardiaques, les patients obèses, hypertendus, avec de l'apnée du sommeil, l'hyperthyroïdie. On sait que tous ces facteurs extracardiaques vont favoriser la survenue de troubles du rythme supraventriculaire dans la période périopératoire. Et puis enfin, ce qu'on connaît bien en anesthésie, en médecine périopératoire, c'est le stress lié à la chirurgie, l'inflammation, le stress oxydatif, l'activation du système rénine-angiotensin-aldostérone ou du système nerveux autonome. Tout ceci concourt à faire basculer le cœur de notre patient dans la fibrillation atriale. Alors, je vous ai déjà dit que l'incidence, elle était très variable en fonction du type de chirurgie. Et là-dessus, à tout seigneur, tout honneur, où on va rencontrer une incidence la plus élevée de troubles du rythme, et notamment de FA, c'est bien sûr la chirurgie cardiaque. C'est à peu près 30% des patients après une chirurgie de revascularisation coronaire, de pontage, et lors des chirurgies combinées ou des chirurgies valvulaires, on peut atteindre jusqu'à 50% de fibrillation atriale post-opératoire. Donc là, c'est extrêmement fréquent. C'est quelque chose qui est quand même un petit peu différent de la chirurgie non cardiaque, et je doute que vous soyez tous des anesthésistes réanimateurs qui travaillent dans un milieu de chirurgie cardiaque, donc on va se concentrer plutôt sur la chirurgie non cardiaque. Chirurgie non cardiaque, c'est quand même de la chirurgie thoracique. Et vous voyez qu'après une lobectomie ou une pneumonectomie, on va là aussi avoir des incidences extrêmement élevées, pratiquement de 1 patient sur 3. Puis dès qu'on sort du thorax, là on diminue significativement l'incidence de ces troubles du rythme. Vous voyez, pour une colectomie, on est de l'ordre de 4 à 5%, une chirurgie de hanche, c'est 5%. Alors, il n'existe pas de score prédictif qui soit bien validé de survenue de ces troubles du rythme, et notamment de la FA. Il y a quelques tentatives. Il y a cette étude qui avait été publiée en 2005. C'est de la chirurgie thoracique. Donc, je vous ai montré juste avant, là, à gauche, qu'il y avait quand même beaucoup de troubles du rythme en chirurgie thoracique, plus qu'en chirurgie non thoracique. Bon, toujours est-il que dans cette étude, ils avaient identifié comme variable associée avec la survenue d'un trouble du rythme l'âge, le sexe masculin et une fréquence cardiaque de base élevée. Et vous voyez qu'avec ça, on avait une incidence globale de 17% et qui augmentait avec le nombre de points acquis par le patient.
Alors, on continue 2-3 mots d'épidémiologie. L'incidence, vous voyez qu'elle est très très variable. C'est une revue qui a été publiée dans le Journal canadien d'anesthésie en 2021, c'est des données assez récentes. Elle est très variable, elle dépend là à nouveau du type de chirurgie. Vous voyez que pour la chirurgie vasculaire, ça va être des incidences qui vont être plus importantes. La chirurgie pulmonaire, là on est pratiquement à 19%. Ça dépend aussi du monitorage que je vous expliquais au tout début. C'est que si on cherche les troubles du rythme, et notamment la fibrillation atriale, on la trouve beaucoup plus fréquemment que si on ne la cherche pas. C'est somme toute assez logique. Et donc dans ces études où il y a un monitorage continu de l'électrocardiogramme, on a des incidences relevées beaucoup plus importantes que dans toutes les études qui sont les plus nombreuses où il n'y avait pas de monitorage. Une cohorte prospective canadienne, c'est des patients qui sont opérés d'une chirurgie non thoracique, d'une chirurgie carcinologique, et qui bénéficient d'un monitorage continu. Et dans cette étude-là, la fibrillation atriale périopératoire, c'est 10% des patients. Donc c'est quand même pas un événement qui est complètement anodin. Et ce qui va être important de déterminer, d'une part, c'est la prise en charge de cet épisode, on verra ça tout à l'heure, mais surtout, est-ce que ça a une incidence réelle? Est-ce que finalement c'est un épiphénomène de faire un petit peu de trouble du rythme, et notamment de FA pendant la chirurgie ou au décours de la chirurgie, ou est-ce que finalement c'est une réelle incidence sur le pronostic de nos patients, et notamment le pronostic à long terme? Premier élément de réponse, le fait de faire un épisode de fibrillation atriale en périopératoire est associé avec un risque très important de récidive dans l'année qui suit, parce qu'un patient sur 3 qui aura présenté un épisode de FA en périopératoire va récidiver dans l'année. Donc c'est loin d'être anodin. Même si dans cette étude, le fait d'avoir fait un épisode de fibrillation atriale n'était pas associé avec un surrisque d'accident vasculaire cérébral ou la mortalité à 1 an, en revanche, je vous ai dit que les patients qui avaient fait un épisode avaient une chance sur 3 d'en refaire dans l'année, et le fait d'en refaire, pour le coup, ça s'était associé avec la survenue d'accidents vasculaires cérébraux, avec de la mortalité. Donc le patient qui aura présenté un trouble du rythme, bien sûr qu'on va gérer, on va voir ça ensemble, comment on le gère sur le coup, mais ce patient-là, il a probablement besoin d'être mis dans un circuit de cardiologie pour prendre en charge, d'une part, les facteurs qui vont prédisposer à la survenue de la FA, et en cas de récidive de FA, ce patient sera déjà dans un circuit pour adapter les traitements antiarythmiques, les traitements anticoagulants. Donc, est-ce que c'est un réel problème en chirurgie non cardiaque, la FA? On a vu une incidence très variable en fonction des études. Cette méta-analyse qui rassemble quand même 2 500 000 patients, beaucoup d'études, 35 études. On va revenir un petit peu dans le détail après, mais globalement, la fibrillation atriale périopératoire, dans cette méta-analyse, avec tous les biais que comportent les méta-analyses, c'était associé avec une incidence plus élevée d'accidents vasculaires cérébraux, qu'ils soient précoces ou tardifs, et une mortalité plus importante, qu'elle soit précoce ou tardive. Donc il semble quand même que ça ne soit pas totalement anodin de faire un épisode de FA. Vous connaissez tous l'étude Poise. L'étude Poise, c'était cette étude qui avait évalué l'intérêt des bêta-bloquants en préopératoire pour prévenir le risque cardiaque. Vous vous souvenez de ces études-là? Initialement, on avait mis des bêta-bloquants à tout le monde et puis on a arrêté. Bon, ce n'est pas trop le problème du jour. Toujours est-il que les auteurs, dans cette étude publiée en 2017, ont repris les patients qui avaient fait un épisode de fibrillation atriale. C'était 2,5% des patients. Alors attention, là aussi, un problème de définition. Cette fois-ci, ce n'est pas du monitorage continu, c'est de l'AFA cliniquement significative. Dans cette étude, la fibrillation atriale cliniquement significative en périopératoire était associée avec une augmentation de la durée de séjour à l'hôpital, ce qui semble un peu logique, parce que s'ils ont une FA cliniquement significative, c'est probablement significatif avec des signes, par exemple, d'insuffisance cardiaque, de l'OAP, donc on se doute quand même qu'ils vont rester un petit peu plus longtemps à l'hôpital, et bien sûr plus de complications cardiovasculaires. Les auteurs parvenaient à mettre en évidence des facteurs de risque de survenue de FA cliniquement significative. Globalement, il y avait 2 principaux facteurs de risque dans cette étude. L'âge du patient, et plus les patients étaient âgés, plus ils étaient à risque de développer des troubles du rythme en périopératoire, et ce qui semble assez logique, il y a un remodelage, un vieillissement du myocarde. Et puis, on l'a déjà vu, c'est le type de chirurgie, avec les chirurgies intrathoraciques qui sont les chirurgies les plus à risque. La chirurgie vasculaire majeure, probablement aussi qu'il y a un peu de facteurs confondants avec le terrain cardiovasculaire de ces patients, et puis la chirurgie intra-abdominale qui est à risque, mais néanmoins moins à risque que les situations précédentes.
Les investigateurs des études POISE 1 et POISE 2 ont continué leur travail autour des troubles du rythme périopératoire. On a ces 18 000 patients. On retombe à peu près sur la même incidence, 2% de patients qui vont présenter un épisode de FA. Et dans cette étude, publiée en 2020, vous voyez que la survenue d'un épisode de FA périopératoire était associée avec une augmentation de la mortalité vasculaire à distance, une augmentation de la survenue d'infarctus du myocarde, et puis globalement de mortalité. Alors, il n'y a pas forcément de causalité, hein. Encore une fois, c'est probablement des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, qui ont un cœur qui est déjà pathologique avant d'arriver à la chirurgie, et c'est ces patients-là qui vont présenter d'autres complications cardiovasculaires. Il n'y a pas forcément un lien causal avec la survenue de la FA en périopératoire, mais en tout cas, probablement qu'un épisode de trouble du rythme en périopératoire doit nous alerter sur le terrain cardiovasculaire du patient et pour l'orienter au décours de notre prise en charge périopératoire vers une prise en charge cardiovasculaire spécialisée. Quand on s'intéresse à la FA, plus tout à fait en périopératoire, mais en réanimation, est-ce que c'est embêtant de présenter un épisode de FA en réanimation? Et bien là, il y a un peu moins d'études peut-être qu'en périopératoire. Il y a cette étude qui a été publiée dans Chest en 2019. C'est beaucoup de patients, là aussi, plus de 30 000 patients qui ont fait de la fibrillation atriale en réanimation, qui ont été comparés avec 270 000 patients qui ont fait de la FA non liée à la réanimation et plus de 400 000 patients sans FA. Des effectifs relativement conséquents. Et les auteurs ont pu mettre en évidence, vous voyez ici, c'est l'incidence d'accidents vasculaires cérébraux. Eh bien, il y a autant d'AVC pour les épisodes de FA en réa et pour les épisodes de FA non en réanimation. Et donc, je pense qu'on peut avoir tendance, anesthésiste réanimateur, à considérer ces épisodes périopératoires, voire en FA, comme des événements intercurrents, peut-être liés à la pathologie, au sepsis. En fait, il ne faut pas négliger ces épisodes. Hein. Le risque d'AVC, c'est le même que le patient qui est hospitalisé en rythmologie pour sa FA. La mortalité, on retrouvait là aussi une mortalité bien plus élevée pour le patient qui avait fait de la FA en réanimation que pour le patient qui faisait de la FA en cardio et que pour le patient qui ne faisait pas de fibrillation atriale. Donc, c'est loin d'être un événement anodin. Risque accru sur le long terme d'accident vasculaire cérébral et de mortalité. Et là, on parle vraiment de la FA en réanimation. Et je suis sûr que vous avez tous été confrontés à ces patients qui, à un moment, font des troubles du rythme supraventriculaire en réanimation. Donc, c'est vrai pour l'AVC à long terme, dans l'année qui suit, le plus souvent dans les études. C'est vrai aussi pour l'AVC périopératoire, et ça c'est une des dernières données épidémiologiques que je vais vous présenter. C'est une grosse cohorte qui avait été publiée dans le JAMA en 2014. Vous voyez, c'est pratiquement 2 millions de patients de l'AFA périopératoire chez moins de 2% des patients, avec évidemment une incidence beaucoup plus élevée en chirurgie cardiaque qu'en chirurgie non cardiaque. On peut déjà toutefois remarquer que c'est quand même des incidences qui ne sont pas très élevées dans cette étude par rapport à ce que j'ai pu vous montrer avant. L'AVC périopératoire, globalement, dans cette cohorte de pratiquement 2 millions de patients, c'était 0,8% des patients. Ce n'est pas très fréquent, c'est vrai. Mais dans cette grosse cohorte, la FA périopératoire était associée, une fois de plus, avec un risque accru d'AVC post-opératoire, certes en chirurgie cardiaque, mais aussi en chirurgie non cardiaque. Ce qu'on pouvait démontrer aussi dans cette étude, c'est que le risque d'accident vasculaire cérébral, il augmente avec le score CHA2-VASc, vous savez, ce score de prédiction des complications thromboemboliques chez les patients en FA, et c'est en fonction de ce score que les cardiologues vont introduire ou non un traitement anticoagulant. Ça a l'air de marcher aussi pour les patients en périopératoire. Si on parle d'anticoagulation, probablement qu'on n'est pas parfait sur cet aspect-là. Ça, c'est une grosse cohorte danoise publiée en 2018, des patients qui ont fait de la FA périopératoire, plutôt gérés par des anesthésistes réanimateurs. Donc ces patients ont été matchés avec un score de proportion avec 15 000 patients avec de la FA non post-opératoire, plutôt gérés par des cardiologues. On n'a pas beaucoup anticoagulé. Alors nous, c'est nos collègues danois, mais on peut s'identifier. On n'a pas beaucoup anticoagulé ces patients. 24% de ces patients avec de la FA post-opératoire ou périopératoire avaient été anticoagulés, contre un patient sur 2 pour les patients avec des troubles du rythme non liés au périopératoire. Et pourtant, quand on regarde l'incidence des événements thromboemboliques, eh bien, on voit qu'il y en a beaucoup plus, il y en a autant, dans ces deux types de populations. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de moins anticoaguler les patients qui ont fait un épisode de FA périopératoire que les autres. Le risque thromboembolique, c'est le même. Donc, vous avez compris que c'est loin d'être un événement anodin. Il y a un risque accru de complications cardiovasculaires, d'une part
en raison du terrain, et puis aussi probablement en raison de complications thromboemboliques précoces et à distance, ceci ayant un impact fort sur la mortalité de ces patients. Comment est-ce qu'on prend en charge ces troubles du rythme? On va chercher à les prévenir, c'est encore le meilleur moyen de faire en sorte de bien les traiter. On va chercher à identifier, à traiter un facteur déclenchant. Et puis enfin, si ces troubles du rythme surviennent, on va avoir une prise en charge thérapeutique. La prophylaxie, il y a beaucoup d'études, beaucoup de médicaments qui ont été testés. Est-ce qu'il faut donner de la digoxine, des bêta-bloquants, de la cordarone, des statines, du magnésium? Rien du tout. Beaucoup d'études, on ne va pas toutes les détailler. Et cette méta-analyse, donc publiée dans Chest en 2017, c'est à peu près 3000 patients. Ce qu'on peut retenir, alors c'était en chirurgie thoracique, mais le constat elle-même en chirurgie extra-thoracique, c'est que oui, une prophylaxie médicamenteuse, quelle qu'elle soit, réduit l'incidence de la fibrillation atriale. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des bêta-bloquants à tout le monde, c'est un autre débat. Et on a vu avec les études Poise et toutes ces études sur l'introduction périopératoire des bêta-bloquants que on pouvait gagner sur les événements cardiovasculaires, mais peut-être perdre sur d'autres terrains, et qu'au final, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit parfaitement recommandé. Mais voilà, si la question est est-ce qu'une prophylaxie médicamenteuse peut prévenir les troubles du rythme, oui, il semble bien qu'on puisse prévenir, et notamment avec un effet le plus marqué pour les bêta-bloquants. Vous le savez comme moi, un épisode de FA, donc on l'a dit, ça survient sur un cœur qui est probablement prédisposé, qui est un peu vieilli, qui est prédisposé à la survenue de ces troubles du rythme. Il y a tout le contexte périopératoire avec l'inflammation, le stress oxydatif, l'hypoxémie, l'hypovolémie et l'anémie. Mais il faut quand même garder en tête de chercher un facteur déclenchant. Cette cause, ça peut être une cause cardiaque ou non cardiaque. Ça, c'est une vieille étude publiée en 1998, mais probablement que les conclusions de cette étude sont toujours valables. Dans cette étude, dans un cas sur deux, il y avait une cause non cardiaque. On avait un facteur déclenchant non cardiaque dans la survenue de ce trouble du rythme, et c'était très souvent une infection. Une pneumonie post-opératoire, une bactériémie, une infection de cicatrice ou du site opératoire, ou une embolie pulmonaire. Donc, si votre patient présente un trouble du rythme en périopératoire, bien sûr que vous allez traiter ce trouble du rythme, mais soyez très attentif à un éventuel facteur déclenchant, et notamment, ça peut être le signe, peut-être avant-coureur, d'une infection post-opératoire. La prise en charge, qui est inspirée des recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2020, donc en présence d'un trouble du rythme supraventriculaire, et notamment de l'AFA, on va d'abord chercher à prévenir cet épisode, comme on l'a vu ensemble. On va optimiser la volémie, on va corriger les troubles hydroélectrolytiques. On voit trop souvent des patients qui reçoivent des diurétiques de Lens, par exemple, qui vont se retrouver à une kaliémie à 3, 3,2. Vous savez très bien que ça, c'est très mauvais en réalité, puisqu'on va favoriser ces troubles du rythme, on va favoriser l'AFA. Ensuite, on va recharger les patients, on va les remplir, on va leur donner du magnésium. Tout ceci ne sert probablement pas à grand-chose. Et si on avait été un tout petit peu plus attentif au départ ou avec la gestion de nos traitements diurétiques, ça ne serait pas arrivé. On va identifier des facteurs des patients à risque de fibrillation atriale périopératoire, et on a vu que l'âge et le type de chirurgie étaient probablement les facteurs les plus importants. La prophylaxie médicamenteuse, les cardiologues nous recommandent de discuter de l'introduction d'une prophylaxie. Je ne suis pas sûr qu'on puisse retenir aujourd'hui cette recommandation, mais en tout cas, clairement, il ne faut pas arrêter les médicaments, et notamment les bêta-bloquants, chez les patients qui en ont. En post-opératoire, bon, c'est des dieux dits, mais évidemment, on cherche à optimiser la volémie, et là encore, corriger les troubles hydroélectrolytiques, notamment dans les chirurgies digestives majeures. On poursuivra ou on réintroduira le plus précocement possible la prophylaxie médicamenteuse, et notamment les bêta-bloquants. Et puis, ce qui n'est pas recommandé, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les statines. On a essayé de mettre les statines un petit peu à toutes les sauces, et là encore, ça ne marche pas très bien. Pas de digoxine, pas de corticoïdes ou d'inhibiteurs calciques, pas d'acide gras polyinsaturé. Et si le trouble du rythme survient, et là je vous parle de l'AFA parce que c'est le trouble du rythme le plus fréquemment rencontré, est-ce qu'il existe une instabilité hémodynamique? Dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de discussion, c'est la cardioversion en urgence. Un patient qui aura bénéficié d'une cardioversion en urgence devra être anticoagulé 4 semaines. Il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. Il est à risque thromboembolique extrêmement élevé. Un patient qui n'a pas d'instabilité hémodynamique, on peut opter soit pour le contrôle du rythme, soit pour le contrôle de la fréquence. C'est vrai en chirurgie cardiaque, c'est vrai en chirurgie non cardiaque. Si vous décidez de contrôler la fréquence, eh bien ça peut être en utilisant des bêta-bloquants ou des inhibiteurs calciques, en fonction de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Si vous décidez de contrôler le rythme, c'est une cardioversion qui peut être pharmacologique ou électrique. L'anticoagulation,
elle sera à discuter en fonction des patients, notamment sur le long terme. Si la FA dure plus de 48 heures, si vous n'avez pas réussi à la réduire, si vous avez décidé de ne pas la réduire, une fibrillation atriale qui va durer plus de 48 heures en périopératoire nécessitera une anticoagulation d'au moins 4 semaines. Une fibrillation atriale qui aura nécessité une cardioversion en urgence nécessitera une anticoagulation de 4 semaines. Dans les autres cas, ça va se discuter, et notamment, vous avez bien compris que ces patients, ce n'est pas anodin, ces troubles du rythme en périopératoire. Il faut orienter ces patients vers une prise en charge spécialisée, il faut les mettre dans un circuit de cardiologie et discuter ensuite avec les cardiologues, avec les chirurgiens, avec les médecins généralistes, sur l'opportunité ou pas d'introduire un traitement anticoagulant au long cours. Et là, on sait que ça va probablement être en fonction du patient et notamment en fonction du score Tchad-Vasc. Voilà, pour terminer, donc, ces troubles du rythme, c'est une pathologie auquel on va être fréquemment rencontré en médecine périopératoire et au bloc opératoire. La morbidité, elle est importante, elle est probablement plus importante que ce qu'on aurait pu imaginer à première vue. Il y a des terrains, des chirurgies à risque, et puis ce qui peut discuter, donc, c'est l'intérêt des prophylaxies médicamenteuses et notamment des bêta-bloquants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adrien, pour une présentation très claire. Est-ce que vous avez des questions et des commentaires dans la salle? Alors, en attendant, donc il y a cette relation entre FA péropératoire et le risque à 1 an que tu nous as montré. Donc, ce sont des données maintenant qui sont acquises. Alors, il y a 2 façons de regarder cette problématique. La première, c'est que si on va prendre le cas de la chirurgie thoracique, on est alentours en fonction de l'ampleur de la chirurgie pulmonaire, c'est jusqu'à 30-40%. Quel est le pourcentage de patients qui sont dans ces 40% et qui quittent l'hôpital avec une FA permanente? Alors, moi, je n'ai pas de chiffres précis. Je ne sais pas s'il existe ces données. Ouais. Elles existent pour la chirurgie cardiaque. Pour la chirurgie thoracique, n'existent pas. Mais pour la chirurgie cardiaque, sur ces, disons, 40% des patients qui font une FA, il y a moins de 3% qui quittent l'hôpital avec une FA permanente. Donc ça veut dire que cet épisode-là, il est aigu. Et ce que tu nous as dit, et je pense qu'on doit y adhérer, c'est que si le patient a des cardiopathies connues, il est déjà dans le circuit cardiologie. Mais s'il n'est pas déjà avec des cardiopathies connues, il est en réanimation, il fait une FA, ce patient-là doit intégrer un circuit cardiologique. Parce que, comme tu l'as très très bien montré, probablement ça révèle déjà des anomalies structurelles et ce patient-là doit être suivi parce qu'effectivement son pronostic à distance il est nettement moins bon. Oui, en chirurgie cardiaque, c'est facile. Les patients, ils sont déjà dans un circuit de cardiologie par définition. Ils ont déjà des cardiologues. Il y a quand même un environnement périopératoire en soins intensifs, en réanimation, où il y a une prise en charge cardiologique qui est au premier plan. La grande difficulté, c'est les patients qui sont dans un circuit qui est complètement extra-cardiologique. Et encore, en chirurgie thoracique, c'est discutable, mais un patient qui est opéré d'une colectomie, d'une prothèse de hanche, il n'y a pas forcément un suivi cardiologique très précis. Et c'est ces patients-là qu'il ne faut pas louper. Je crois que tu as entièrement raison. Et peut-être qu'il faut accrocher les cardiologues sur ce que tu nous as très très bien dit, sur l'indication d'anticoagulation. Et donc là, c'est une façon très élégante d'engager les cardiologues dès l'intra-hospitalier pour essayer de les mouiller, puis ensuite leur permettre à ces patients-là de rentrer dans le circuit cardiologique. Allez-y. Bonjour, Diane Léna, je suis anesthésiste à Nice. J'avais juste une question, si tu peux repréciser sur le timing de l'anticoagulation. Parce que moi, je fais de la chirurgie cardiaque et nous, on sait que les 48 premières heures, ils font des passages en FA et on a toujours tendance à attendre. Dans de la chirurgie non cardiaque, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on anticoagule directement? Parce que c'est toujours une période un peu compliquée avec le risque hémorragique. Ouais, en chirurgie cardiaque, on peut quand même anticoaguler très précocement certains patients. Je pense notamment les valvulaires, ça se aux valvulaires. Est-ce qu'ils saignent beaucoup plus quand on reprend anticoagulation précocement que les non-valvulaires? Pas convaincu. Non. Donc, attention, je vous ai dit, la FA, de toute façon, une FA qui nécessite d'être anticoagulée, que ce soit en chirurgie cardiaque ou en chirurgie non cardiaque, c'est plus de 48 heures. Donc, on a quand même un petit peu le temps. La FA ne va pas forcément survenir dès le post-opératoire immédiat, ça peut être dans les 12-24 heures qui suivent. Donc on est quand même un tout petit peu à distance de la chirurgie. Et puis ensuite,
c'est des poncifs, mais c'est quand même un rapport bénéfice-risque entre un surrisque thromboembolique, il y a plus de risque d'AVC précoce par exemple, et puis le risque hémorragique. Est-ce que le patient a d'autres facteurs de risque de saignement? Est-ce que c'est une chirurgie difficile? Est-ce que c'est une chirurgie très hémorragique? Mais quand même, a priori, il ne faut probablement pas trop attendre, après discussion avec le chirurgien par exemple, il ne faut probablement pas trop attendre pour reprendre une anticoagulation efficace si la FA se poursuit plus de 48 heures. Oui, c'est assez intéressant aussi pour les gens, notamment en chirurgie thoracique, qui mettent des péris, par exemple, enfin des ALR, pour lesquels on va être un petit peu frileux à introduire une anticoagulation efficace alors qu'on a encore le cathéter en place. Votre question est très pertinente parce qu'on est dans une situation typique de schizophrénie. Parce qu'il n'y a pas une seule recommandation sur l'anticoagulation des FA post-opératoire qui ne vous dise pas plus de 24-48 heures de FA égale anticoagulation 4 semaines, 4 à 6 semaines après le retour en rythme sinusal. Et quand vous regardez la pratique, ce n'est pas fait comme ça. Et donc, je pense qu'il faut une solution qui tranche entre les schizophrénies. Et je pense qu'il faut engager le chirurgien, engager le cardiologue et avoir dans le dossier médical une traçabilité à la décision d'anticoaguler ou de ne pas anticoaguler avec la date et les doses. Pourquoi? Parce que si effectivement le risque accru, Adrien l'a très bien montré, d'AVC embolique après un épisode, il est réel. Donc si on n'a pas anticoagulé et que la décision a été la nôtre, on n'a pas forcément les compétences pour le faire. Donc si vous engagez le cardiologue, il y a deux avantages. Un, inscrire le patient qui n'a pas de trajectoire cardiologique dans une trajectoire cardiologique. Et deuxièmement, obliger les cardiologues. Chaz-Vas, que ça vous a montré, effectivement, c'est vrai. Mais 0, 1, 2, il n'y a pas beaucoup de différence dans ce que vous a montré, Adrien. À partir de 3, ça commence à monter le risque d'AVC. Mais je pense qu'il faut tracer et mouiller les cardiologues. Moi, personnellement, je ne prendrai pas cette décision que dans un hôpital général ou dans une clinique tout seul, et je ferai intervenir la décision du cardiologue tracée dans le dossier. Tu es d'accord? Bien sûr. C'est notre rôle d'identifier ces patients, de traiter en périopératoire ces épisodes de troubles du rythme. Par contre, voilà, je pense qu'il faut probablement plus de connexion entre ces événements périopératoires. C'est vrai pour les troubles du rythme, mais je pense que c'est vrai pour plein de pathologies qu'on va rencontrer. Un épisode d'insuffisance rénale aiguë périopératoire, notamment. Je pense que notre rôle, une fois qu'on a traité l'événement aigu, c'est d'identifier des patients qui vont nécessiter un suivi spécialisé, des orienter vers ce suivi spécialisé, et probablement que aujourd'hui, ce n'est pas toujours fait. Lorsque le patient est revenu en rythme sinusal, lorsqu'on a retrouvé une créate à peu près normale à la sortie de salle, des soins intensifs ou de réanimation, eh ben, on considère que tout est réglé. Et on sait bien aujourd'hui, quand on regarde les patients un peu à long terme, que tous ces événements aigus en réanimation ou périopératoire, eh ben, ils ont une réelle influence sur le devenir des patients à long terme et probablement nécessitent un suivi spécialisé. Évidemment, ce n'est pas à nous, anesthésistes réanimateurs, qu'allons suivre ces patients sur le long cours. Juste une remarque à propos de l'algorithme thérapeutique là, de l'ESC 2020. N'oubliez pas qu'avant de prescrire les médicaments que Adrien vous a énumérés, regardez s'il n'y a pas un syndrome de préexcitation, un PR court, un vol Parkinson-White et le QTC. Parce que dans les deux cas, donc les QTC au-delà de 500 millisecondes, c'est attention danger. Au-delà de 450, il faut se méfier. Et les syndromes de préexcitation, il faut les documenter sur un ECG préopératoire parce que là, il y a un risque de passage en fibrillation ventriculaire. Donc, c'est deux éléments qu'il faut, peut-être pour les cardiologues, c'est implicite dans ce qui est ici. Pour nous, pas forcément, il faut en tenir compte. Tu es d'accord, Adrien? Bien évidemment. D'autres questions, commentaires? Merci beaucoup, Adrien. Merci pour les interventions.